Monde qui est arrivé. Bah, je suis ravie de vous retrouver pour ce, énième webinar, je crois que je dois être à 40-41, sur, pas tous sur le sujet de la négo, mais aujourd'hui le sujet c'est la négo. Si vous avez l'habitude de suivre un petit peu les webinars, en général, je fais 2-3 webinars de suite sur le même sujet et puis je le décline au fur et à mesure. Le dernier webinar, il était sur quoi? Sur négocier avec les grands comptes. Je me souviens plus le sujet. Ah oui, ne pas y aller au feeling, voilà, bah, ouais, bon. Et là, en fait, je voulais être plus précisément sur l'exercice de soutenance parce que, j'en ai eu beaucoup, moi et puis j'accompagne des commerciaux, des entrepreneurs sur cet exercice et c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Donc je vous souhaite la bienvenue. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me mettre dans le même message, me dire, votre nom, ce que vous faites, l'activité, le poste, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes, dans une organisation. J'ai vu un petit peu de tout là dans les inscrits. Oh, j'ai toujours pas changé ce slide. C'est quoi votre difficulté numéro un en matière de négociation? Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça va être mieux. Donc, Q1, question 1, votre business. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre et puis après, on fait ça pendant une dizaine de minutes et puis après, je lancerai la présentation et puis vous pouvez, poser vos questions au fur et à mesure. Si j'attends la fin, comme vous êtes, parfois il y en a qui arrivent, qui repartent, c'est mieux qu'on fasse ça, au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est pas mal de répondre aux questions. Votre difficulté, donc j'ai vu dans les inscrits que vous aviez des questions qui étaient plus sur la prospection. Si vous avez des questions qui sont sur d'autres sujets, vous pouvez les mettre, je vous répondrai après. J'en ai déjà fait pas mal des choses sur la prospection grand compte, donc je vous enverrai avec le replay la liste, de tous mes webinars, comme ça vous pouvez, je pourrais vous en renvoyer si vous en voulez d'autres. En attendant, comme je dis toujours, que je crée, ma chaîne YouTube que j'ai toujours pas faite, mais voilà, on peut pas tout faire. Donc votre difficulté numéro un en matière de négociation, et venez me dire bonjour, répondez-moi. Donc mettez-moi ça dans un seul mail, comme ça ce sera plus facile de vous répondre. Parce qu'après moi je suis obligée de lire, réfléchir et répondre en même temps et ça fait beaucoup de choses. Et à quelle échéance, vous voulez une solution? Comme ça, voilà, on peut en discuter, sachant qu'à tout moment, vous avez un petit bouton pour prendre rendez-vous avec moi. Hem Et m'exposer, votre, cas, que je puisse vous dire, ce que j'en pense, à quelle échéance cherchez-vous une ouais, j'aurais dû le faire avant. Une solution, voilà. Alors, allez-y, dites-moi tout ça. Hem, j'ai toujours une intention, moi, quand je prépare un webinar et je me disais: «Qu'est-ce que j'ai envie que, vous ayez comme vision, en fait, de ce qu'est, un webinar, de ce qu'est une soutenance, pardon. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante, c'est de le voir un peu comme un show et on le prépare rarement comme ça. On est plutôt en train de préparer ses slides, mais on prépare pas vraiment ce que c'est en termes de prestations. Et moi, quand je vais en rendez-vous sur un rendez-vous important où je vais faire une soutenance, où il y a du monde, je me mets en condition comme si je devais, faire une intervention dans une conférence ou comme si je devais aller au théâtre, jouer un truc ou passer une audition. Et l'objet de l'audition, c'est qu'on soit retenu nous, pour être, le personnage principal, d'une pièce. Moi, j'aime bien, je suis assez fan de cinéma, de séries, de littérature et je trouve que c'est important, de se dire comment est-ce que, en fait, c'est une histoire qu'on va raconter à laquelle on veut que les gens adhèrent. C'est-à-dire que nous, on va venir un petit peu comme au tribunal si vous avez, 2 avocats, on va avoir 2 avocats, il y en a un qui va être, peut-être, l'avocat, le procureur donc qui va avoir une version de l'histoire qui est l'accusation et puis l'avocat qui va défendre lui, il va avoir une autre version de l'histoire et nous, on va avoir une version de l'histoire, nos concurrents vont avoir une vraie version de l'histoire, pardon et ce qui est important, c'est de pouvoir, avoir quelque chose de très clair dans lesquels on va embarquer nos clients. Au moment où on se retrouve, j'attends un petit peu que vous remplissiez encore et je continue à parler. Au moment où on va, comment dire?
Hem, Raconter nous notre histoire, c'est là en fait qu'on va pouvoir avoir, quelque chose qui fait que les gens vont être convaincus et se dire que c'est avec nous qu'ils veulent travailler. Bon, c'est un petit peu décousu ce que je vous raconte, c'est en attendant que vous écriviez. J'ai déjà des choses qui sont arrivées, donc Nadège, bienvenue, qui nous dit, qu'elle est chargée d'affaires, j'en profite pour mettre, dans le secteur de la propreté et qu'elle a des difficultés quand les prospects ne donnent pas d'ordre du jour à la soutenance. Merci pour cette excellente question, Nadège. L'ordre du jour, c'est à nous de le proposer et c'est à nous peut-être de le faire valider avec la personne qui invite. Si on a, un rendez-vous et que c'est peut-être, la personne des services généraux, l'office manager, ou l'acheteur qui organise la réunion, on va lui dire: «Voilà, nous, les sujets qu'on souhaite évoquer, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sera à la réunion?» Et donc ça, j'en parlerai, c'est dans toute la partie, préparation, dans les questions qu'on doit se poser. Marc, qui nous dit: «Régie digitale, accéder au contact et décrocher le rendez-vous, pas d'urgence». D'accord. Donc ça, accéder au contact, moi, j'en parle beaucoup, plus dans les webinars, qui sont sur la prospection. Accéder au contact, c'est pas forcément rencontrer le contact tout de suite, hein. Si on a un acheteur qui s'occupe de ce qu'on vend, peut-être que c'est les utilisateurs qu'on va rencontrer en premier de ce que nous on vend, qui vont pouvoir nous présenter après à l'acheteur. Je ne sais pas si ça répond, Marc, à votre question. Dorian nous dit: «Je suis président du Studio Tech, connecté aujourd'hui à ton event avec mon équipe commerciale». Merci d'ailleurs pour les mentions sur LinkedIn, c'est hyper sympa, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre une petite copie d'écran. Moi, je publie jamais, après mes webinars, j'oublie toujours. Et donc les vous êtes une ESN, donc ça, c'est intéressant. Moi, j'en avais déjà parlé dans pas mal de webinars parce que c'est pas un marché facile, celui, des ESN, et c'est très concurrentiel et c'est très difficile, quand on n'est pas référencé, de pouvoir travailler avec des grands comptes. Donc, dans ce marché hyper concurrentiel, voilà, parfois des difficultés à se démarquer des autres pour arriver à être référencé chez les grands comptes et savoir quelle première approche suivre avec de nouveaux prospects clients. Ce que je trouve intéressant dans cette partie de différenciation de comment on argumente, en fait, on va avoir des arguments «standards» entre guillemets, c'est-à-dire que si on est petit, on a des arguments de petits, quand on est grand, on a des arguments de grands, et puis on va essayer de trouver, et c'est un gros travail à faire en termes de marketing et d'identité de marque, qu'est-ce qui nous différencie par rapport à d'autres? On peut être la boîte où, les gens sont sympas, c'est facile de travailler avec nous, vous pouvez être spécialisé sur un sujet, mais ce qui compte en fait, c'est par exemple dans ce qu'on va faire en termes d'expression de nos points forts et de contenu, par exemple, sur LinkedIn, ça va être important de, plutôt que de parler de nous et de ce qu'on fait, de montrer comment on a compris les problèmes de nos clients. Et ça, en fait, je le vois pas beaucoup sur les ESN, de parler des clients. Qu'est-ce qui se passe dans une équipe IT quand on prend un consultant? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui agace dans les consultants qu'on peut avoir? Une personne qui commence et qui, au bout d'un mois, s'en va parce qu'on lui propose plus. Donc c'est plus là-dessus qu'il va falloir se concentrer. C'est quand on a des gens en face et qui nous prennent pour un sujet, pour un projet qui est vraiment critique, quels sont tous les problèmes qu'ils vont avoir, et dans le fait de choisir quelqu'un et dans le fait de vivre la relation dans le contrat après. Et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire son discours, que ce soit pendant une soutenance, vraiment qu'on a bien compris qu'ils ont eu tel et tel problème avant et que nous, en fait, on va être différents. Et c'est vraiment tout le travail d'investigation qu'on va faire et qui est pas très bien fait dans les sociétés, parce qu'on n'a pas le temps, qu'on va vite. Et là, vraiment, le contexte, c'est de se dire: «Quand il y a un gros enjeu pour moi et que je dois aller faire une soutenance, comment je fais pour tout mettre de mon côté?» Donc j'espère que ça répond à vos questions. Malika, qui est auto-entrepreneur, conseil en affaires internationales, d'accord. Bienvenue Malika. Cosmos Synergie, donc on n'a pas le prénom, mais propose des accompagnements pour lever les difficultés relationnelles en entreprise, d'accord. On n'arrive pas à embarquer suffisamment notre client, l'échéance, c'est maintenant. Quand on propose comme ça des choses, soit on est face à des gens qui ont déjà identifié qu'ils avaient besoin de résoudre des difficultés relationnelles, soit on va, en fait, montrer, par rapport aux difficultés qu'a une entreprise. Je sais pas, on a une entreprise qui a du mal, à recruter.
bah, peut-être que c'est dû à ça et en fait, si on rencontre les RH ou qu'on parle aux RH, on va pouvoir créer un intérêt à partir de ça. Donc Raphaël et Laurent, OK, bienvenue. Bonjour, Sandrine donc, elle nous dit: «Je vais prendre un poste pour développer des partenariats grands comptes, pas d'urgence». OK, parfait. Bah, écoutez, vous pouvez en tout cas, si vous voulez, me poser des questions sur vos contextes et me dire un petit peu, plutôt sur un rendez-vous, pour aller plus dans le détail. Donc vous avez la possibilité ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, de prendre rendez-vous et puis n'hésitez pas à me poser vos questions. Moi, je vais reprendre quand même quelques questions, que j'ai vues dans les inscriptions. J'avais eu une question sur, comment on fait pour mener la négociation et ça, je trouve que c'est intéressant. Je vais faire un petit aparté là-dessus. Parce que, souvent, en fait, on arrive en rendez-vous, on a prévu que ça se passe d'une certaine manière et puis finalement, le client fait une introduction, il commence à parler d'un sujet, il présente personne et nous, on avait peut-être prévu des choses et on se laisse happer et on est en train de suivre comme ça, de se faire balader parce que, on va parler d'un truc, d'un autre, et qu'on va, nous perdre le fil et puis, risquer de pas réussir à finir dans les temps. On est celui qui veut la relation le plus. C'est-à-dire que le client, il a envie de trouver un fournisseur, mais nous, on a envie de travailler avec lui spécifiquement. Donc c'est nous qui voulons le plus. Le client, il ne sait pas encore à quel point, c'est mieux de travailler avec nous qu'avec d'autres, donc il va l'apprendre au fur et à mesure et cette, négociation, cette soutenance, elle va permettre de le convaincre de ça, mais c'est à nous de mener la relation. C'est un peu comme dans une relation amoureuse, hein. S'il y en a un qui est vaguement intéressé et que l'autre a vraiment très envie, bah, les sollicitations, le «qu'est-ce qu'on fait?», le «tiens, il y a une expo, un ciné, un machin», c'est celui qui le veut le plus qui va l'animer. Bah, on va pas attendre de celui qui allait très bien jusque-là ou celui ou celle, qui a pas de problème particulier et qui voilà, qui a été sollicité. Donc nous, on doit mener la relation et mener la relation, c'est pas forcément être autoritaire, prendre de la place, c'est être celui qui organise, qui recentre, qui est en train d'animer et par exemple, quand on arrive en soutenance et que le client prend la parole en premier, on le remercie, c'est super, mais nous, on va faire notre introduction et c'est là qu'on va présenter notre ordre du jour et c'est important quand on présente l'ordre du jour, de bien se faire confirmer par le client, que c'est OK. Si tout d'un coup, eux, ils ont eu des discussions entre-temps, qu'ils ont changé d'avis et qu'il y a un point, dont ils veulent parler en plus ou un point qui leur paraît pas opportun d'évoquer ce jour-là, il faut pouvoir réaménager sa présentation en fonction. Je reprends les questions. Donc j'ai Yoshimi qui est consultante achat, et qui nous dit avoir des difficultés de négociation quand on est face à un grand compte, pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc le pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est ce que le client nous donne, comme impression et a envie qu'on ressente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un nous invite à discuter, c'est qu'il y a de la marge de manœuvre. Donc les gens qui vous disent, «Le prix, c'est ça que vous devez atteindre et puis on veut, tout, parfait, on veut toutes les prestations, tous les trucs, toutes les options, mais on veut pas payer plus et on veut, que ce soit vous qui vous occupiez de ça, ça, ça». Si c'est complètement imposé et qu'il y a rien qui est possible, bah, c'est pas la peine de discuter. Donc quand on est en négociation, il y a toujours une marge de manœuvre et moi, le nombre de personnes qui étaient hyper fermées dans des négos, je sais très bien que c'est une façon de déstabiliser et de mettre la pression et c'est le jeu de la négociation. Les gens arrivent et ils disent: «Non, c'est comme ça, on payera pas plus, c'est ça le prix qu'on veut». Bah, si c'était le cas, ils nous enverraient un mail pour nous le dire, ils seraient pas en train de discuter avec nous. Donc il y a toujours plus de marge de manœuvre que ce qu'on pense. C'est à nous aussi d'être créatifs dans ce qu'on demande aux clients, qu'on puisse avoir des contreparties. Moi, par exemple, je suis, une petite structure. Quand on me demande de baisser mon prix, la première contrepartie, c'est les conditions de paiement. Je veux que les gens soient carrés sur les dates de paiement, sur, les acomptes, tout ça et qu'on soit vraiment au clair là-dessus. Sofiane nous dit, account executive sales chez Compucom, intégrateur de solutions informatiques. Je suis le rookie de la bande, donc bon, beh, vous verrez aujourd'hui, sur Instagram, je viens de publier, un post sur les jeunes. Bon, c'est pour les filles, mais ça concerne aussi les garçons. Mes collègues s'en sortent parfaitement et moi, je viens de rejoindre l'équipe en pleine prospection, call coach, porte à porte, la totale. OK, bon, bah, bienvenue. En cas de soutenance en visioconférence, le non verbal est difficile à appréhender. Eh ben, merci pour cette remarque Nathalie, je trouve ça intéressant parce que moi, au contraire, je suis plus à l'aise dans le non verbal quand c'est en visio. Déjà parce que je le fais toujours avec caméra. Ne faites jamais,
N'acceptez pas qu'une négo soit à caméra éteinte, c'est hyper compliqué de s'en sortir, de savoir qui parle, donc il faut vraiment demander au client qu'il y ait les caméras. Mais surtout, en fait, s'il y a plusieurs personnes, ben, quand on est dans une salle, si moi je suis assise là, je vais regarder un peu ici, un peu là, c'est moins pratique de suivre les réactions des gens que quand on les a tous ramassés sur un écran, de, de Zoom ou de Teams et au contraire, moi, je trouve que c'est plus facile de lire les réactions du visage parce qu'en plus, les gens, quand ils sont en train de vous regarder, ils se voient en tout petit ou ils se voient pas et ils oublient les plus facilement. On oublie plus en visio parce qu'on est chez soi, on est confortable, qu'on est en train de réagir au niveau du visage et moi, je trouve que pour lire justement les réactions, alors on n'a pas le corps, mais franchement, lire le non-verbal sur le corps, bon, ça commence à être, une science, de criminologie, quoi. Mais en tout cas, le plus important, c'est de voir un peu la tête que font les gens. Quand quelqu'un va faire cette tête-là quand vous dites quelque chose, bah, il faut pouvoir le voir à l'instant où ça se passe et moi, je trouve ça plus facile, de le faire en visio. Mais bon, voilà, ça reste mon goût, mais en tout cas, il faut apprendre à faire les 2. Malika nous dit, «J'ai un éventail de services dans différents domaines et secteurs. C'est difficile d'identifier la cible et de conclure. Jusque-là, c'était plutôt le client qui faisait appel à moi, donc qui exprimait le besoin. Mais si on veut faire du chiffre, il faut un grand compte avec un contrat à long terme». Il y a 2 choses différentes. Identifier la cible, c'est quel type d'entreprise, quels interlocuteurs. C'est pas la même chose que d'identifier son décisionnaire et évidemment que c'est difficile parce que c'est jamais les mêmes personnes, c'est jamais organisé pareil. Mais quand on approche un grand compte, on l'approche comme une enquête de police, c'est-à-dire qu'on n'y va pas en bourrinant, en demandant à faire une offre à une personne alors qu'on ne les connaît pas. On va essayer de rencontrer un maximum de personnes pour se rapprocher des bonnes personnes et influencer la décision. Ça prend du temps, mais il vaut mieux prendre 6 mois à faire un truc qui va se concrétiser hyper bien que passer quelques mois à faire, des propositions pour des gens qui vont jamais travailler avec nous. Parce que c'est vrai que, il y a quand même globalement beaucoup de clients aussi qui ont du temps, qui vont vous inviter en rendez-vous pour se renseigner, pour réfléchir, parce que vous allez leur donner plein de conseils gratuits et puis il va rien se passer derrière. Donc il vaut mieux que vous ayez quelque chose de progressif et de construit plutôt que, de faire des choses pour rien. Bienvenue à Marc et bah, il y a pas de retard, hein, vous arrivez quand vous voulez. Quand on va préparer sa soutenance, moi donc quand je parle de préparer sa soutenance, c'est préparer et la présentation et comment ça va se dérouler. La première chose, c'est vraiment de se poser parce que je vois beaucoup de gens et moi-même je l'ai beaucoup fait, on se précipite sur une présentation PowerPoint qui est devenue un espèce de Frankenstein, qui est un résultat de je sais pas combien de refontes et on est là à essayer de modifier des slides pour leur donner du sens. C'est la pire chose à faire. Quand moi je suis, face à une préparation de webinar, de conférence, de formation, la première chose que je fais, c'est de partir d'une feuille blanche et d'utiliser du papier. Moi, j'ai des petites, feuilles Bristol là qui coûtent très cher, mais que j'aime bien utiliser et de me dire: «Qu'est-ce que je veux obtenir?» C'est un rendez-vous où, OK, je sais qu'ils veulent travailler avec moi. Ils sont en train de me baisser le prix. Ils vont certainement me prendre les quantités, qui étaient promises. Mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'ils m'aident à travailler avec l'autre filiale. C'est ce qui se passe, par exemple, dans les ESN, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir travaillé avec une filiale du Crédit Agricole, quelque part et qui est incapable d'aller chercher une autre filiale parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc ça peut être un objectif de se dire: «OK, je baisserai mon prix, mais je veux un engagement de me présenter à X personnes, de m'inviter à la journée fournisseur». Vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir? Qu'est-ce que je suis prête à donner aussi? Parce qu'en fait, on va, se dire: «Bon, bah, voilà, je peux donner, 10 de remise», mais peut-être qu'on est prêt à donner, un petit peu plus, si on a des volumes en plus. L'idée, c'est de se dire: «Selon les niveaux de remise que je donne, qu'est-ce que je vais, demander en contrepartie?» Si je donne, par exemple, 5 de remise, bah, je vais demander les quantités normales, mais je vais demander des conditions de paiement meilleures, par exemple. Si je donne 10 je veux un contrat qui soit sur 2 ans au lieu d'1 an. Et si je veux obtenir 2 ans, je vais demander 3 ans plutôt que 2 ans pour arriver à 2 ans. Donc je ferai peut-être un truc spécial contrepartie et concession et contrepartie parce que c'est un sujet qui est intéressant. Hem
et j'étais perturbée par la question de Nadège en même temps. Je sais plus où j'en étais. Donc je vais répondre à la question de Nadège qui me dit: «En phase de soutenance, nous avons déjà été sélectionnés. Cependant, peut-on être évincé sous prétexte que nous ne sommes pas référencés?» Pour moi, ça me paraît, non. En fait, si on est là et qu'on est prêt à nous écouter et qu'il y a des gens qui ont pris du temps, c'est qu'ils sont prêts à nous référencer. En fait, souvent, dans les ESN, on prend la question du référencement à l'envers. On nous dit: «J'ai pas réussi à travailler avec tel client parce que je suis pas référencé», et en fait, se faire référencer, c'est ça la vente. Parce qu'en fait, il y a pas, un formulaire de référencement d'un côté à envoyer à l'acheteur et de l'autre côté, notre vente. C'est parce qu'on a des gens dans les métiers, donc au niveau des personnes qui vont utiliser les solutions qu'on développe ou au niveau de l'équipe, opérationnelle ou l'équipe informatique qui met ça en place, c'est eux qui vont dire: «Bah, voilà, en fait, dans nos, prestataires actuels, on n'a pas trouvé, quelqu'un qui répond à nos besoins, ou bien on n'est plus très content de nos prestataires actuels, et là, en fait, on va passer dans un processus d'achat dont la finalité est de nous référencer». Donc, on ne peut pas nous opposer qu'on n'est pas référencé, alors que si on commence à discuter avec nous pour négocier, c'est justement pour nous permettre d'être référencés. Qu'on ait un contrat après exclusif ou pas, c'est complètement autre chose, ça dépend de ce qu'eux recherchent. Qu'est-ce que j'ai moi que les autres n'ont pas? En général, on sait dans quel environnement concurrentiel on est. On a peut-être un truc très précis qui paraît anodin, hein, mais qui est important pour le client. Par exemple, nos reportings, ils sont en anglais et les autres n'ont pas de reporting en anglais alors que c'est une boîte internationale. Parfois, ce qui fait que les clients basculent, et moi vraiment j'ai posé la question le plus souvent possible à mes clients quand j'avais réussi à travailler avec eux ou à les conserver en tant que clients, ou quand je les avais perdus: «Qu'est-ce qui a fait la différence?» Et franchement, quand c'est les concurrents et qu'ils ont réussi à, vendre du rêve sur un élément de leur offre, ben bravo! Nous, on s'imagine que c'est rien parfois quand on est, pardon, je vais boire. Moi, j'ai souvent été dans des grosses boîtes qui étaient leaders du marché. À force de se trouver beau, on finit par oublier que, bah, qu'en fait, les autres aussi savent faire des choses. Or, quand on est un peu le leader et qu'on a imaginé, voilà, on a, je sais pas, sur un match de rugby, il y a la grosse armoire à glace et il y a un tout petit, frêle, mais qui est méga rapide, bah, lui, il se faufile, et souvent, bah, en tant que challenger, on se faufile, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va analyser ce que les gros font mal, et nous, on va dire: «Bah, nous, on n'est pas comme eux». Imaginons que moi, je lance, je sais pas moi, une compagnie, de téléphonie, bah, je vais dire: «Moi, je suis pas comme Bouygues, je réponds à vos mails», par exemple, ou «Vous allez avoir une ligne WhatsApp, pour pouvoir poser vos questions parce que je sais que ce qui vous agace», et on va partir du problème qu'ont les gens, c'est de jamais pouvoir joindre personne. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, j'ai raté la question de Maïsan qui nous dit: «Secteur du device biomédical, médecins qui sont approchés par beaucoup de sociétés avec un niveau d'excellence de produits tout à fait similaire. Comment se démarquer?» Eh bien, il faut déjà savoir ce qui intéresse les médecins, et c'est vrai que, bah, c'est des gens qui sont très sollicités. Moi, j'avais fait une mission pour une boîte qui était dans le médical, et on m'avait, enfin, j'avais fait une vingtaine d'interviews de médecins pour savoir ce qui les intéressait, et derrière, on avait fait une proposition à l'entreprise, mais ça s'est jamais fait, pour créer un média spécial médecin parce qu'en fait, leur produit, c'était un produit IT, vraiment, les médecins, ça les intéressait pas du tout et ils en avaient pas grand-chose à faire, et donc l'idée, c'était plutôt de leur apporter de l'information sur, la vie d'autres médecins, des trucs sympas, des contenus qui vont vraiment leur parler de choses qui les intéressent, et c'est vraiment le cas, quel que soit le truc qu'on vend. Moi, je peux très bien, j'avais vu une société, qui faisait un truc intéressant, c'est qu'ils vendaient des valises et du coup, ils avaient un blog sur les voyages. Ils vont pas faire un blog sur les valises. Je veux dire, moi, je vais pas regarder, j'achète une valise tous les quelques années, j'en ai rien à faire de, quel est le marché de la valise. Maintenant, si j'aime voyager et que, bah, je fais partie des gens qui aiment bien aller dans les restaurants, bah, si la société qui vend des valises fait, sur ses réseaux ou sur son blog des choses ou des newsletters
sur, les villes européennes à visiter ou les voyages un peu différents à faire, je le lirai et je vais associer un truc sympa à la marque et le jour où j'achèterai une valise, bah, ce sera forcément chez eux que je l'achèterai. Dans le secteur public, nous dit Nathalie, les anglicismes sont à éviter. Nous avons un retour de bâton en ce sens. Ben, le bon vocabulaire, c'est celui de vos clients, donc ne parlez pas anglais, hein. Moi, quand je suis face à des PME franco-françaises, j'ai pas le même vocabulaire que quand je suis face à une entreprise, globale où on a tous le même vocabulaire. Donc le bon vocabulaire, merci Nathalie pour cette, remarque, ça me permet de rebondir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important de prendre beaucoup de notes en rendez-vous, c'est qu'il faut pouvoir dire mot à mot ce que le client dit. Parce que pour qu'il y ait une émotion positive qui se dégage, que le client se dise: «Je suis compris», il faut utiliser le même vocabulaire que lui et vraiment moi je me suis tellement entraînée à le faire que je suis capable de reprendre mot pour mot un truc que mon client m'a dit le rendez-vous précédent. Je peux même lui dire, comme si c'était moi qui le pensais et le client va me dire: «Bah, c'est exactement ce que je pense» et il va même oublier qu'il me l'a dit. Donc vraiment, ça paraît être des choses anodines, mais j'écris moi beaucoup à la main. Je suis tout le temps sur mon ordinateur. Quand je forme des jeunes et que je leur dis, «Il faut pas prendre de notes sur l'ordi, il faut le prendre», j'avais fait un post dans ce sens, cette semaine. Il faut écrire à la main et il faut apprendre à être capable de prendre des notes, comme à l'école avant, pendant qu'on nous parle. Bah, on me dit: «C'est difficile, moi je préfère être sur l'ordi», mais en réalité, cette gymnastique-là, d'être capable de prendre des notes, moi j'ai beaucoup enregistré mes rendez-vous en me disant: «Bah, c'est bien pour faire les comptes rendus». Si vous enregistrez un rendez-vous d'1 heure pour faire un compte rendu à partir d'une intelligence artificielle, ça prend énormément de temps quoi qu'il arrive. Donc ce que je fais, c'est que même si j'enregistre parfois pour être sûre, si j'ai raté des choses dans des réunions que je dois après, mettre en transcript, quand même, c'est beaucoup plus simple de prendre des notes et de prendre des notes mot à mot de ce qu'on vous dit. Voilà, souvent en fait dans les points forts, hein, je me rends compte quand je vois des soutenances, des présentations de mes clients ou des commerciaux que je forme, on a des choses qui nous paraissent évidentes. On se dit: «Bah, ah oui, nous on fait ça de telle manière», bah, je sais pas moi, répondre aux demandes des clients, rapidement, ça nous paraît être le minimum vital. Il y a des gens, ils répondent jamais aux mails qu'on leur envoie. Donc si vous précisez que en fait, tous les mails sont pris en charge dans les 24 heures, pris en charge, ça ne veut pas dire que vous répondez, vous avez trouvé une solution en 24 heures. En fait, vous ne pouvez pas anticiper, vous pouvez pas promettre de trouver une solution en 24 heures. Par contre, vous pouvez promettre qu'il y aura une réponse pour dire: «Votre demande a bien été prise en charge, on revient vers vous, sous, quelques jours». C'est des choses qui coûtent pas grand-chose, mais en fait, ce qui agace le plus les clients et pensez-y à vous-même en tant que client, le plus agaçant, c'est des gens qui vous vendent du rêve et derrière, il y a rien. Et ça marche dans la vie, en règle générale. Donc le premier truc qu'on va vouloir faire quand on va aller en soutenance, c'est qu'on doit rassurer le client. Si nous, de notre côté, notre plus gros stress, notre plus grosse peur, c'est de ne pas réussir à vendre. Le plus gros stress du client, c'est de faire un mauvais choix. Quand on est en entreprise et qu'on fait un mauvais choix, je peux vous dire qu'il y a des entreprises, si vous avez choisi un mauvais fournisseur et que des gens dans l'entreprise ont à s'en plaindre, vous avez intérêt à être populaire déjà, parce que si vous avez déjà fait une bourde, la porte parfois elle est pas très loin et donc il faut comprendre pourquoi c'est du stress et pourquoi parfois ils sont désagréables. Moi, j'ai déjà fait des rendez-vous où c'était moi qui achetais, où je rencontrais des fournisseurs. Franchement, à partir de 5 minutes de rendez-vous, je me disais: «Waouh, ça va être long» et plus ça allait et moins ça répondait à ce que je voulais et plus j'étais en colère parce que j'étais en train de perdre du temps avec quelqu'un qui m'apportait rien. Donc dites-vous que la première chose à faire, c'est de rassurer les gens dès le début du rendez-vous sur le fait qu'ils ne sont pas là pour perdre du temps et plus on est structuré et plus ce qu'on fait est carré et mieux c'est. Je voulais, vous parler du groupe de décision parce que c'est important sur les grands comptes. Sur le, webinar du mois dernier, j'allais un peu plus dans le détail là-dessus. Mais en gros, on va considérer que c'est un organigramme un peu simplifié, hein. Il y a des choses plus compliquées où ça peut être, plus simple s'il y a moins de gens qui participent à la décision. Mais là, on se dit, en fait, on va dessiner un peu l'organigramme qui nous concerne, hein. Peut-être que ce qu'on vend,
n'a rien à voir avec la production, donc on n'a pas mis la direction de la production, elle a rien à voir avec nous. Mais en tout cas, si on vend un produit, mettons par exemple, qu'on est une ESN justement, une entreprise de services, numériques. On va vendre, le fait que, il y ait une intégration, je sais pas moi, on va aller voir quelqu'un qui va développer quelque chose au niveau de l'outil, qu'utilisent les achats. Là, on aura un truc un petit peu différent où les achats seraient prescripteurs et puis ce serait peut-être la direction informatique qui achète parce que, c'est une application et que, c'est eux qui vont sélectionner et puis, la direction financière va valider. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, il faut bien comprendre quel rôle a chacun et souvent l'erreur qu'on fait, c'est de penser que, truc machin, qui est assistant achat truc, dans la boîte, c'est lui le décisionnaire parce que depuis le début, c'est à lui qu'on parle et puis on apprend finalement que celui qui décide, c'est le directeur général et que lui, on n'a jamais rencontré, on n'a pas accès à lui. Donc évidemment, dans un grand compte, ce sera jamais le directeur général, mais ça peut être un directeur général de filiale, ça peut être, un directeur de la production, en tout cas une personne qu'on n'a pas rencontrée. Pendant que je bois un peu d'eau, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à me dire? Je regarde, il y a encore du monde qui nous a rejoints. N'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui arrivent en cours de route, ce que vous faites, comme activité et puis quelles difficultés vous avez par rapport, à la négociation. Si vous avez des questions particulières sur comment on fait, par exemple, quand on se fait un petit peu intimider, que, on sent que c'est en train de nous échapper. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Moi, je suis en train de parler à un écran et vous, vous êtes juste en train de taper, donc ça devrait être pas moi, pas trop intimidant, de taper un petit message. Hem, Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment identifier le détracteur? Bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est contre nous? Moi, je conseille de trouver quelqu'un qui a envie de nous donner de l'info, donc on ne peut pas être en train de vendre à des gens qui sont tous détracteurs. On est d'accord? Ça veut dire que, qu'il y a personne qui a envie de bosser avec nous. Donc autant arrêter. En général, il y a une personne qui a très envie de travailler avec nous. C'est cette personne-là qui doit nous donner de l'information et ça fait partie des choses importantes, merci, de l'avoir soulevé, ça fait partie des choses importantes que de savoir ce qui se passe. Moi, j'ai toujours réussi dans les groupes que je gérais à ce qu'il y ait quelques personnes qui ait vraiment envie de m'aider, alors demandez de l'aide aussi et n'hésitez pas à appeler, je sais pas moi, si vous avez quelqu'un qui, travaille au RH et qui connaît un petit peu les personnes de l'informatique, bah, vous pouvez, appeler et dire: «Bah, écoute, je sens que telle personne, elle a pas l'air, trop à fond, sur ce que je fais. Est-ce que toi, tu as une petite idée?» Et puis parfois, on est paranoïaque, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai l'impression que quelqu'un est contre moi alors que c'était pas le cas et parfois c'est aussi, c'est pas contre nous, c'est des gens qui sont toujours comme ça et en tout cas, il faut trouver sa taupe, il faut trouver la personne qui va nous donner de l'info et vous verrez dans chaque boîte, il y a quelqu'un qui adore parler, il faut juste trouver cette personne. Alors, quand, Malika nous demande: «Comment faire quand le client ne cesse de faire baisser le prix pour au final nous donner un target impossible à atteindre?» Alors je ne sais pas de quel target, c'est des objectifs que vous avez avec vos clients. En fait, il faut pouvoir aussi et c'est la base de la négociation raisonnée, il y a un moment, la négociation raisonnée, c'est de pouvoir donner son objectif clairement et d'être dans un truc qui est constructif. J'aime pas utiliser le mot win-win parce que je trouve qu'il est galvaudé, que, c'est rare que tout le monde soit hyper content, mais la négo, l'issue, elle doit être satisfaisante pour tout le monde. On n'a peut-être pas obtenu le max, mais il faut qu'on ait obtenu quelque chose. Il y a un moment, il faut aussi signifier au client que nous, on ne peut pas être en train de donner plein de choses sans rien avoir au final. Donc, ça peut être aussi dans la construction du prix. Moi, j'invite parfois à changer la manière dont les prix sont construits pour qu'il y ait quelque chose de très incitatif quand il y a des volumes, par exemple. Mais en tout cas, quand on demande, quand on donne une remise au client, il faut qu'il y ait une contrepartie, il faut qu'il y ait une contrepartie qui soit ferme et il faut qu'on puisse dire au client, s'il n'a pas respecté ses engagements, que nous, on ne pourra plus les respecter. Donc peut-être qu'une année, on a eu une négo où on a baissé le prix et le client n'a pas tenu ses engagements, ça veut dire que l'année d'après, on va refuser. Lui, il a aussi besoin de montrer qu'il a réussi à négocier un truc bien. Donc il y a une, en tout cas, c'est important de pouvoir,
mettre des limites au client ou même si en fait on va lui donner de gain de cause, le faire galérer dans sa négo, c'est-à-dire ne pas donner les choses facilement, attendre, revenir vers lui, en tout cas dans des conditions raisonnables, pas trop attendre non plus, parce que sinon après c'est les concurrents qui signent. Nadège nous dit: «Dans les prestations de services de propreté, nous récupérons le personnel dans la majorité des cas. Si ce sont les agents de service en place, ils sont donc nos détracteurs. Dans ce cas, en soutenant, c'est difficile de faire la différence sans les connaître. En dehors de nos services complémentaires, pensez-vous à d'autres choses pour nous différencier?» Ce que je conseillerais dans ces cas-là, et c'est un truc qu'on ne fait jamais d'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui savent le faire et d'autres qui ne l'ont jamais fait de leur vie en tant que commerciaux, c'est d'aller voir les détracteurs, d'aller voir en fait les ceux qui sont censés être «les petites gens» entre guillemets, moi j'aime pas ce terme, mais il est pas mal utilisé quand même dans l'entreprise. Vous voulez vendre des produits à un supermarché, vous voulez, connaître, ce qui se passe avec, voilà, discuter avec le chef de département, le chef de rayon, commencez par les employés dans les allées. Vous pouvez pas les avoir contre vous. S'ils trouvent que votre produit, il est, difficile à ranger ou qu'il est trop fragile ou que, ils vont faire des commentaires sur votre comportement, quand on s'adresse à des grands comptes, moi je donnais cet exemple-là l'autre fois quand je gérais Cartier dans mon dernier job, donc la marque de luxe, de joaillerie et d'horlogerie Cartier. J'avais rencontré à peu près 150 personnes sur 2 ans et demi de Cartier. Des gens qui étaient en Autriche, des gens qui étaient en Allemagne, des gens qui étaient en Suisse, des personnes des boutiques, des personnes des RH, des personnes, du marketing. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens à qui j'ai rendu des petits services, qui m'ont demandé des choses, à qui j'ai répondu aux questions. Le jour où, en fait, il y a un concurrent qui arrive et qui essaye de me détrôner, moi, je sais que je vais avoir, allez, pas des centaines de personnes qui vont me défendre, mais il y a peut-être, 5-10 personnes que je peux appeler pour qu'ils, puissent parler de moi et m'apporter leur aide. Donc, pour savoir un petit peu sur quoi on peut se différencier, bah, il faut savoir surtout, quels sont les problèmes que les gens ont. Il y a peut-être, voilà, du management qui ne correspond pas aux valeurs, de l'entreprise et de ce qu'elle défend en termes de RSE. Il peut y avoir, des choses sur, la manière dont vous facturez parce que en fait, il y a plein de gens qui font perdre beaucoup de temps dans leur façon de facturer. Après voilà, c'est savoir sur quoi se différencier, il faut surtout savoir quels problèmes rencontrent les clients et c'est vraiment ça. J'avais fait aussi un post là-dessus, se différencier par sa manière de vendre, même si on a un produit qui est assez indifférencié, hein. Quelqu'un qui fait le ménage, c'est quelqu'un qui fait le «ménage», entre guillemets. Et ben, on peut nous, dans notre façon d'être, dans la façon dont on va communiquer, présenter, se différencier par le sérieux qu'on a, parce que c'est le sérieux qu'on va avoir dans la vie de la prestation. Parce qu'il y a pas que la prestation, il y a qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on met en place? Comment on facture? Comment est-ce qu'on signe les contrats? Est-ce que c'est facile de travailler avec vous? Et les grands comptes, comme eux, ils ont beaucoup de complexité et qu'eux, ils ont beaucoup de choses à faire et qu'on leur demande des trucs différents toutes les 2 secondes. L'un des trucs les plus importants, c'est le manque de temps et moi, j'ai toujours joué là-dessus, c'est que mes clients, quand je m'occupe d'eux, je fais en sorte que ça leur prenne le moins de temps possible de travailler avec moi. Si je dois leur envoyer 5 fichiers, je leur envoie pas 5 mails. Je leur envoie un dossier en zip ou en WeTransfer, ils ont plus qu'à le télécharger. Si je leur envoie des mails qui doivent transférer à 3 personnes différentes, je vais pas leur faire un mail avec tous les documents pour qu'eux soient obligés de tout télécharger pour tout retransférer. Je vais leur faire 3 mails. Un mail pour le premier groupe auquel ils doivent transférer, un deuxième mail et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Avant la soutenance, ça paraît rien du tout, mais en tout cas, si les sportifs ont une préparation mentale, si, il y a plein de choses, quand on doit faire une conférence, jouer au théâtre, on doit être en bonne forme physique, c'est bien que les 2 sont importants. Et moi, quand, j'ai une grosse échéance, quand j'ai eu des grosses négos, bah, je faisais en sorte d'être reposée et reposée, c'est quoi? C'est on a rendez-vous à 9 heures ou à 10 heures, je sais pas où, à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout, de la région parisienne, si on est en région parisienne. Essayez de pas faire le trajet le matin. Essayez d'arriver la veille, de vous lever à une heure raisonnable pour arriver moi, je sais que je suis pas du matin. Et si j'ai rendez-vous à 9 heures et que je suis pas en forme, ou si j'ai rendez-vous à 10 heures et que la réunion, elle va durer 1 heure et demie et que j'ai pas bien mangé, donc quand j'avais des rendez-vous, que je me levais très tôt et que je voyageais, que je devais prendre l'avion, que j'avais pas le choix, je prenais un peu un petit déj, de danseur
Je sais pas si vous savez un peu ce que mangent les sportifs quand ils doivent vraiment se caler, mais c'est, des choses avec du son d'avoine, avec des bananes, avec des amandes, avec du miel. De faire en sorte d'avoir, des sucres lents, pour moi, si j'ai faim, je déteste tout le monde, j'arrive plus à réfléchir, je me sens plus en forme et vraiment c'est un show donc il faut pouvoir c'est une prestation qui dure un temps limité, il faut être vraiment dans les meilleures conditions quand on y est. La préparation, alors j'ai mis préparation mentale, mais dedans il y a la préparation et la répétition. C'est pareil quand on prépare une soutenance, souvent on est plutôt en train de préparer des slides. On s'en fout des slides. Moi, en fait, j'aimerais bien ne plus avoir de slides. Je continue à en faire parce que, voilà, on m'en demande et que, je trouve que ça peut, il y a plein de gens à qui ça permet de mieux suivre. J'ai fait 20 ans dans le corporate où tu as pas le droit de prendre la parole si tu as pas des slides derrière et le plus choquant dans le fait de faire des PowerPoint ou des Canva, c'est qu'on n'a pas été formé à cet exercice qui est de traduire visuellement des idées. Il y a des gens dont c'est le métier, des graphistes, il y a des illustrateurs, il y a des gens qui vont faire, de la facilitation graphique. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de Marc. C'est un métier. Moi, vous pouvez le voir, hein, et c'est pas trop moche ce que je fais, c'est pas mon métier de faire des slides donc j'essaye de faire des trucs qui soient carrés, que ce soit bien aligné, que les polices soient bonnes, que les couleurs soient, à peu près dans ma charte graphique, mais j'aurais pas, la créativité de faire mieux. Essayez quand même de faire des choses qui soient pas des choses qu'on va lire, qui soient pas des grosses listes. Je vois des tableaux de chiffres où les gens mettent un tableau comme si c'était un format A4. C'est un format qui va être projeté. Donc si on a un truc avec 50 lignes, personne ne va le lire. Il faut résumer un maximum, quitte à ce que les choses soient détaillées après. Donc dans la préparation, il y a vraiment la préparation de ce qu'on a à dire et quand je disais: «Il faut mener les discussions», si on fait une introduction, moi je l'écris mon introduction. Je l'écris parce que si je l'écris pas, c'est un peu comme les entretiens d'embauche, moi j'écrivais ce que j'avais à dire sur les entretiens d'embauche. Pourquoi? Parce qu'on mémorise mieux, parce que même si on l'exprime pas mot pour mot, les idées vont rester et que ça s'imprime vraiment. Et je vous invite à vous faire des petites fiches, même à les avoir en rendez-vous sur qu'est-ce que vous devez avoir dit et le déroulé de votre rendez-vous. C'est pas un examen, vous avez le droit d'avoir des anti-sèches. En plus de votre présentation, vous pouvez avoir des papiers à côté. Avoir, un esprit positif, quand on n'y croit pas, ça se voit et même physiquement, ça se voit et c'est pour ça que la posture, elle est importante donc j'ai pas pu mettre tous les sujets mais je j'étais pas bien installée là pour le faire debout, mais j'aurais dû peut-être faire cette présentation debout parce que la manière dont on se tient, la manière dont on est, aligné, la sérénité qu'on dégage, elles sont hyper importantes. Moi, si quelqu'un vient me vendre quelque chose, qu'il a l'air en panique, enfin qu'il ou elle a l'air en panique, qu'il a les ongles rongés, qu'il a même pas, ciré ses chaussures et qu'il a l'air d'être à la rage de sa vie, ça me donne pas confiance. S'exercer aussi à la voix un petit peu, si on a du mal à porter la voix, essayer de s'améliorer, de si on a enfin, en général, on n'a pas de micro, quand on va faire une soutenance, mais être bien attentif à ce que, bah, on n'ait pas la voix trop enrouée le matin, qu'on se lève suffisamment tôt, pareil, qu'on n'ait pas l'air de sortir du lit si c'est le matin. J'ai mis un truc sur la tenue vestimentaire. Bon, moi, je suis en pull là, j'étais en veste la semaine dernière pour rappeler un peu, ma la vie corporate. Mais surtout, j'ai souvent les cheveux détachés. Là, je me suis attachée les cheveux pour vous montrer aussi que, bah, il y a un pourquoi je fais ça. Moi, c'est pour moi, c'est important que j'ai pas les mains dans les cheveux et que je fasse pas des trucs qui fassent fifi, qui vont un peu décrédibiliser mon propos, hein, même si, c'est pas parce qu'on est une femme que ce qu'on dit est pas crédible. Mais en tout cas, si je suis face à des gens qui sont plutôt, sérieux et où ça va vraiment, voilà, il faut être vif et tout. Je veux pas avoir des espèces de gestes, parasites et surtout pas un geste où je suis en train de reboucler ma boucle, ça donne pas une très, très bonne image. Je reprends quelques questions et commentaires. Heu, Qu'est-ce qu'on nous dit? Vanessa nous dit: «Comment approcher des institutions et entreprises pour proposer des sessions de coaching, formation et séances de facilitation? Qui est le décideur? La direction utilisatrice, la direction des finances ou les RH?» Je ne sais pas parce que dans chaque entreprise, ça va être différent. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut aller chercher d'abord les utilisateurs et c'est eux qui vont nous montrer le chemin parce que si c'est un besoin qu'ils ont, on va pouvoir remonter une séance de facilitation graphique, par exemple, si on dit: «Voilà, c'est dommage quand il y a des projets,
ça va jamais jusqu'au bout ou bien en fait, par exemple, s'il y avait de la facilitation graphique, pendant cette session, ça me permettrait de pouvoir capitaliser au maximum sur ce webinar et derrière, pouvoir faire, une newsletter ou autre. Donc le besoin qu'ont les gens de ce que vous faites, moi je le connais pas. Vous allez avoir des hypothèses et c'est comme ça que ça se passe le ciblage, c'est que je me dis que peut-être les gens dans les fonds d'investissement par exemple, ou, je sais pas, une entreprise qui est en train de vivre, un gros changement d'outils, SAP où, il va y avoir beaucoup, de réunions, beaucoup de choses, ben, peut-être que, eux, ils auraient besoin de facilitation graphique et une fois que j'ai fait cette hypothèse, je vais aller rencontrer ces gens sur LinkedIn, dans des salons ou autres pour voir si ça colle et si c'est des gens qui ont besoin de ce que je fais et ont les moyens de le payer, parce que c'est quand même les critères, importants. Nous n'avons pas le droit d'aller les rencontrer sans être en place, cela peut nous évincer. Hem, oui, en fait, moi, ça m'est souvent arrivé que mes acheteurs m'interdisent de parler à d'autres gens. J'ai un post là que je dois sortir la semaine prochaine ou celle d'après justement, qui s'appelle «Les rendez-vous clandestins» sur comment on fait pour rencontrer des gens derrière le dos des acheteurs et bah, il voilà, il y a différentes manières de le faire. Je vous laisserai voir le post, mais en tout cas, moi, en général, je demande pas forcément l'autorisation pour rencontrer d'autres personnes ou alors je vais demander l'autorisation en disant: «Beh, écoutez, pour construire mon offre, j'aurais besoin de parler à une ou 2 personnes à qui je pourrais parler». Mais en général, moi, j'amenais pas le sujet avec mes acheteurs pour pas qu'ils me l'interdisent. C'est rare qu'on l'interdise vraiment. Le truc, c'est de dire, que vous allez juste poser des questions et que vous allez pas vendre et c'est la limite aussi, c'est que chaque rendez-vous qu'on fait n'est pas un rendez-vous de vente. Si moi je rencontre bah, là justement, je dois faire une offre pour, de formation pour une entreprise, je vais parler à quelques commerciaux. On m'a dit que c'était OK, j'ai demandé si je pouvais parler aux commerciaux. C'est du temps que moi j'investis. C'est plutôt en leur faveur, hein, en faveur de l'entreprise que je fasse une offre qui soit, suffisamment conforme pour qu'ils aient envie, de travailler avec moi et que ce soit, pertinent ce que je leur propose. Donc voilà, c'est moi qui vais prendre du temps à le faire. Je demande quand même l'autorisation. Si je suis face à un acheteur qui est vraiment chaud et qui va me l'interdire, bah, je lui demande pas son avis et je le fais derrière son dos, mais ça c'est moi, hein, j'ai un peu aussi un côté un peu, filoute. Alors, Marc, donc nous dit et Marc m'avait fait une facilitation pour un de mes webinars et je le remercie, c'était très sympa. Il nous dit qu'il est illustrateur et formateur et il veut proposer des formations d'initiation à la facilitation graphique et des expositions clés en main, à 2 grands comptes. Bah, écoute, voilà, c'est le message est passé. Malika nous dit: «Si on fait trop baisser le prix, donc en négociant de notre côté avec notre fournisseur et au final on ne conclut pas, on perd notre crédibilité, comment faire pour éviter ça?» Heu, je ne sais pas si on perd sa crédibilité, moi je trouve pas en fait. Si on demande à un fournisseur de dire: «Bah, voilà, on est en difficulté avec ce client, j'ai besoin que vous baissiez le prix, c'est comme ça. Enfin après c'est je voilà, à moins que j'ai pas compris la question, mais je pense pas que ce soit un problème. Quand on est jeune ou que l'on paraît jeune, comment être crédible? Il y a une super vidéo de Marwan Méry là-dessus, hem, c'est, «Mens-moi si tu peux», c'est un truc où une interview de la BPI où il expliquait justement sur les différents pouvoirs qu'on peut avoir en négo. Donc on a le pouvoir de l'expertise, de l'expérience, le pouvoir, de l'information. Dire qu'on peut être jeune, mais si ça fait 2 ans qu'on bosse sur un marché et qu'on le connaît hyper bien, ben, on a le pouvoir de l'information. Donc regardez cette vidéo, Marwan Méry, MERY, il en parle très, très bien et en fait, moi je dis souvent quand il y a des jeunes en formation qui me disent: «Ouais, mais je manque d'expérience, je suis trop jeune». Je dis: «OK, mais pour prendre confiance en toi, à quel moment tu penses que tu seras crédible, en fait? Est-ce que c'est à 35 ou 40 ans?» Ils me donnent un chiffre et après je leur dis: «OK, mais qu'est-ce que tu comptes faire entre-temps?» Et pour moi, en fait, voilà, moi je suis plutôt, du côté, «senior» entre guillemets, mais j'ai autant de respect, enfin j'ai du respect pour les gens qui bossent, qui sont honnêtes, qui sont sérieux et quand j'étais commerciale toute jeune, bah, j'avais des clients qui me respectaient quand même parce que je faisais le travail, que je les respectais, que j'étais là à l'heure, que je faisais de mon mieux pour les aider donc il y a pas de honte à être jeune et il faut vraiment là-dessus, que les boîtes elles disent elles arrêtent pas de demander comment faire pour embaucher des jeunes, mais quand elles les embauchent, elles les traitent n'importe comment donc
Il y a, voilà, pour moi, c'est pas une question et puis même si on fait jeune, ben, on fait jeune, hein, c'est bien. Les gens, ils ont qu'à se débrouiller, on va pas attendre 15 ans pour aller, travailler et faire des trucs bien. Bonjour, Mustapha nous dit: «Je vous remercie», il est étudiant. Comment réussir à optimiser les 40 premières secondes lors d'une rencontre avec un client? Bah, il faut bien regarder dans les yeux, il faut être droit, il faut s bien serrer la main, être ouvert et souriant et puis surtout, bah, écouter, pas couper la parole, avoir une bonne attitude, et c'est ce qui compte. Je vous ai mis, quelque chose de plus détaillé si vous voulez, je vous laisse prendre une copie d'écran ou si vous voulez, je vous l'enverrai, voilà, je voulais pas trop rentrer dans le détail, mais je voulais vous dire comment je prépare une présentation, parce que ça fait partie des questions qu'on me pose aussi. Comment est-ce qu'on prépare des arguments? Comment on prépare une présentation? Je vous l'ai mis comme ça, j'ai mis votre storyboard parce que c'est ce que je fais en général et franchement depuis que je fais ça, ça m'a sauvé la vie. Comme je vous le disais, il y a rien de pire que de repartir d'une présentation qui existe déjà et ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait, on peut faire ça sur PowerPoint ou sur Canva, c'est encore plus facile. C'est d'aller chercher après les slides au fur et à mesure parce que si vous avez une soutenance qui dure 1 heure et demie, ça passe très, très vite. L'intro, elle va peut-être prendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps que tout le monde arrive. Vous allez faire votre présentation, il faut pas que ça prenne plus de 20 ou 30 minutes et vous allez après avoir une demi heure, 20 minutes, une demi heure sur les échanges. Le plus important, c'est les échanges avec le client. Donc déjà, soyez sûr que vous avez 1 heure et demie parce que parfois vous n'aurez qu'1 heure. Donc c'est à revalider la veille quand on va reposer des questions de dire: «Est-ce qu'on a bien le temps qui est prévu?» Quand on va après organiser son timing, le plus important, c'est les questions-réponses, c'est de savoir quelles objections ils ont, donc il faut pas rentrer dans un tunnel sur une présentation. Là, j'ai mis, combien ça fait? 5 x 3, 15 slides. Dans une presse, il faut vraiment essayer de pas dépasser les 20 diapositives. Moi, je vois des trucs qui sont hyper longs. Vous avez déjà envoyé un dossier avant, ils ont le détail, donc il faut vraiment pas que ça rentre dans le détail. Donc on prend ces slides. On prend dans une feuille comme ça, on le fait à la main, on dessine des petites cases et on va dire quelles sont les choses que je dois avoir dans ma présentation. Là, je vous ai mis le contexte, les enjeux, les besoins, c'est la partie la plus importante. La description de la société, vous voyez, je l'ai mise ici. Tout le monde me dit: «Mais non, il faut d'abord parler, de présenter notre boîte». Les gens, en fait, pour que vous vous connectiez avec eux dès le début de votre présentation, vos clients, pour qu'ils ressentent que vous êtes la bonne personne, il faut d'abord leur parler d'eux. Si vous commencez à présenter votre entreprise et que vous avez 10, 20, 30 slides de présentation de votre entreprise, même 3, c'est trop. Une diapositive, à la limite, vous pouvez la mettre, un peu plus tôt que ce que moi je l'ai mise. Mais vraiment, faites-moi confiance. Si vous mettez votre présentation plus loin, vous ne ferez que vous différencier et gagner, sur, les autres, les concurrents. Moi, j'étais dans des grosses boîtes, pour ne pas les citer, je vais pas les citer, mais je leur ai dit: «Je peux pas aller, moi, voir des clients avec 30 slides qui parlent de nous. Salut, je vais te parler de moi pendant des heures». Les clients n'en ont rien à faire. En général, ils ont fait des recherches, ils ont déjà vu des choses. L'idée, vraiment, c'est, d'au maximum, répondre à leurs questions, les rassurer, leur donner envie, mais pas de parler de nous. Donc contexte, enjeu, besoin, c'est le truc le plus important, c'est qu'est-ce que vous avez compris des, des difficultés qu'ils ont sur le sujet que vous traitez. Le, contexte, par exemple, c'est que, les prix augmentent, ils ont du mal, à servir leurs clients au même prix. Ben, vous allez les aider, en ayant un outil de contrôle de prix ou bien des tarifs, moins chers ou moins de gâchis sur un certain truc. Mais si vous n'avez pas cette première partie nickel chrome et c'est pour ça que j'ai mis que c'était un storyboard parce que c'est une évolution, «narrative» entre guillemets et c'est vraiment la même chose que dans un film ou dans un livre. En général, on a un personnage, il est dans une situation dont il veut sortir, je sais pas si c'est Bridget Jones, elle est célibataire, elle voudrait bien être en couple, si c'est, un couple qui essaie d'avoir un enfant, bah, voilà, c'est ça leur contexte, et leur enjeu, c'est, de trouver l'amour, de perdre l'amour, de se séparer, de je sais pas quoi, de grandir, de faire un nouveau métier, de prendre confiance en soi, de survivre, à un deuil. C'est ça le contexte. Les enjeux,
bah, ça va être, vraiment qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est hyper important? C'est quoi l'objectif principal de notre client? Voilà, ça peut être de se dire: «Bah, nous, on est une entreprise de prêt-à-porter, on veut pas finir comme IKKS et machin, on voudrait se transformer et on sait que c'est hyper important, par exemple, de faire de la vente multicanale». Bah, l'enjeu, c'est de passer à de la vente multicanale. Le besoin qui découle de ça, c'est d'avoir, des stocks, centralisés, blablabla et la réponse au besoin, votre réponse à vous, elle doit arriver en face. Moi, souvent, je le mets dans le même slide, c'est votre besoin, notre réponse. À ce stade, on est en train de dire les grandes lignes de ce qu'on est en train de faire et on ne rentre pas dans le détail de l'offre. On peut résumer l'offre et dire, hein, voilà, que quelle est notre méthodo, ce que ça va apporter au client. Et dans les questions que j'ai régulièrement et que j'ai eues aussi avant ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des arguments? Selon les personnes qu'on a en face. N'hésitez pas à être scolaire, hein. Moi, j'ai déjà fait des slides où je mets les bénéfices pour les RH, les bénéfices pour l'IT, les bénéfices pour les utilisateurs. Comme ça, chacun en a pour lui et je vais même rajouter, si une personne n'est pas là, mais qu'on va lui transmettre la présentation, les choses qui correspondent à ce dont elle a besoin, elle. C'est pour ça que les arguments, c'est toujours par rapport aux problématiques d'un type d'individu ou d'un individu. On peut avoir une preuve, par exemple, avec une étude de cas qui montre que, voilà, les clients de votre taille qui ont fait tel truc, ils ont économisé tant d'heures, tant d'argent. Là, on se présente, on présente l'équipe qui va s'occuper du dossier. C'est hyper important aussi de personnaliser. Si les gens peuvent être là à la soutenance, c'est encore mieux. On présente l'après, parce qu'on est beaucoup dans qu'est-ce qui se passe tout de suite, mais on est rarement en train de dire ce qui va se passer dès qu'ils auront signé et ça fait partie des choses qui rassurent et qui différencient. Et puis, en fait, on ne va parler de prix qu'à ce moment-là, donner les prochaines étapes et puis surtout résumer les points forts de l'offre et ça, c'est hyper important parce que les clients, ils écoutent, hein, ils ont plein de choses en tête, mais s'ils sortent de la réunion et que quelqu'un les croise, dans, les couloirs et leur dise: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé avec, Nathalie ou, Mustapha ou Océane?» Il faut qu'ils soient en mesure de se souvenir d'un truc et c'est pour ça qu'en fait, en fin de soutenance, quand on est en fin de présentation, il faut qu'on puisse faire un rappel de ce qui a été, bah, de ce qui nous différencie et de ce qu'ils doivent retenir. Je vous ai mis ça, pareil, je pourrais vous l'envoyer la présentation. C'est souvent ce que je remets sur, bah, les arguments, ils sont pas pareils selon les interlocuteurs. Pendant la soutenance, j'arrive à la fin, je suis un petit peu en retard. Hem Surtout, faire attention à comment on se comporte, qui on regarde. C'est pour ça que je dis qu'il faut être plusieurs. Surtout ne pas ignorer certaines personnes, faire attention au non-verbal. Ne pas hésiter à vous interrompre si vous voyez que quelqu'un a une réaction violente, au niveau du visage, et qui fait une tête pas possible. Dites-lui: «Pardon, je sens que ça vous interpelle, est-ce que vous pourriez m'en dire plus?» Vous êtes là pour lever les objections. Donc faites attention à votre attitude. Quand les clients sont pénibles, ben, on peut se retrouver à avoir des petits signes d'impatience. Donc attention à votre visage, à vous aussi, en même temps qu'on regarde les autres. Bien surveiller le timing. Et d'ailleurs, dans votre présentation, vous devez avoir mis minute par minute qui parle. Si vous êtes deux, bah, ça peut être vous qui faites l'introduction en tant que commercial, votre manager qui va présenter la première partie. Il faut pouvoir alterner pour que chacun se repose parce que observer, réagir, et parler en même temps, ce n'est pas facile, vous le voyez, puisque là, moi-même, je galère un petit peu. Donc ne faites pas ça, mais faites ceci, écoutez bien. L'écoute active, c'est quoi? C'est quand on va reformuler ce que les gens nous ont dit, reformuler régulièrement. Ça met tout le monde d'accord et c'est pour pouvoir bah, voilà, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez ça et que vous aviez plutôt envie de ça, que vous étiez prêt à donner ça et bah, ça va vous permettre de pas vous retrouver avec un client qui vous dit que vous avez rien compris. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ne pas reporter la décision aussi, c'est bien d'arriver avec, toutes les autorisations. Si vous avez des managers ou autres qui, doivent donner des accords, le faire vraiment avant plutôt que d'attendre, de rentrer au bureau parce que ça se trouve, vous allez répondre dans 3 jours et entre-temps, le, concurrent qui sera venu le lendemain, il aura déjà signé et puis après, donc une fois que, on a fini la soutenance, bah, il faut, pouvoir prendre la température, envoyer un compte rendu. Je sais, c'est pénible, tout le monde déteste ça, mais ça permet de clarifier, de ne pas avoir de doute, et de montrer votre professionnalisme aussi, hein. Quand on est le seul à avoir, enfin moi, c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées aussi quand, je cherchais du travail.
de me dire: «En fait, il faut que je clignote, il faut que les autres, ils aient l'air de de rien du tout à côté de moi et donc mes concurrents, si je veux les envoyer au tapis, il faut vraiment que moi, je sois hyper carré». Donc même après la soutenance, peut-être que la décision, on ne sait pas trop où elle en est, mais il faut pouvoir, si elle est prête à basculer, être celui qui rappelle, qui demande, appeler votre espion interne pour savoir ce qui s'est passé, si on en a parlé. Voilà et surtout n'hésitez pas à la fin de redonner pourquoi est-ce qu'il devrait travailler avec vous, de rappeler, j'ai oublié de le mettre, mais j'en avais parlé la dernière fois, que vous avez très envie, parce que les clients ont envie de l'entendre aussi. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Je vais voir s'il y a encore quelques questions que je peux prendre. Hem, Maïsane me disait: «Pour ne pas faire fifi justement». Ah oui, bah, après on c'est l'attitude qui fait qu'on fait fifi ou pas, hein. Moi, j'ai jamais fait fifi parce que j'ai toujours eu ce côté un peu grave, un peu, brune, aux yeux foncés. Donc j'ai jamais eu l'air mais après voilà, si on est blonde, toute mimi et qu'on a une tête, de petite fille, bah, on a une tête de petite fille, hein. Il y a plein de gens qui ont des têtes de petites filles, jusqu'à 50 ans. Il y a des hommes qui ont des têtes de petits garçons, c'est pas un problème, on est comme on est, hein, physiquement. Comment rattraper une soutenance qui semble difficile? Eh bien, Nathalie, moi, je propose de poser les pieds dans le plat et de dire, en fait: «Bah, écoutez, je sens que, vous êtes mécontent, j'ai l'impression qu'il y a et que c'est pas ce que vous attendiez. Je vous propose soit de me dire si je peux améliorer la soutenance là maintenant, enfin, en tout cas, si je peux répondre à vos questions, ou alors on peut reprendre une date». Mais il faut aller chercher les gens. S'ils font tous la tête, qu'ils ont l'air pas contents, peut-être qu'on leur a dit que vous alliez faire autre chose. Donc il faut, pas hésiter. Moi, parfois, quand ça a l'air perdu pour perdu, il faut poser les choses. Il y a un truc que les clients admirent, c'est le courage et surtout, bah, ça peut être aussi un truc à faire, Maïssane, quand on est jeune, de dire: «Bah, écoutez, je sens que» moi, je le faisais, hein, j'ai mon premier job, c'était chez Xerox. Les gens se comportaient n'importe comment avec moi, mais j'ai déjà eu des gars, je leur parlais, ils étaient sur leur journal et je leur ai dit: «Bah, écoutez, je sens que vous êtes occupés» ou j'ai failli à vous intéresser, j'ai pas, réussi à créer de l'intérêt, bah, dites-moi, peut-être qu'on doit s'arrêter là. Les gens doivent se vous doivent du respect et se doivent d'être corrects et quand c'est pas en train de tourner comme vous pensiez que ça tournerait, bah, il faut demander pourquoi. Donc et je crois que c'est Éric Goubier qui nous dit: «J'ai une information sur mon concurrent qui peut être un frein pour la décision finale. Comment et quand faut-il utiliser cette carte ou ne pas l'utiliser?» C'est mal vu de balancer sur son concurrent, comme ça devant du monde. On ne sait pas qui les connaît, qui a été ami avec eux, a travaillé avec eux. Moi, ce que je ferais, c'est de faire diffuser l'information en interne et d'utiliser quelqu'un pour le dire à ma place parce que, ça peut vraiment nous desservir si on est face à des gens qui les aiment bien et franchement la nature humaine est telle que, on va toujours défendre l'opprimé donc moi si je suis quelque part, même si j'ai raison et que je dis du mal de mes concurrents, bah, en fait, on va pas me voir comme quelqu'un qui enfin voilà, vous regardez quelqu'un dire du mal, c'est un peu comme vos amis, si vous les entendez dire du mal d'autres amis, bah, vous vous dites qu'ils doivent aussi dire du mal de vous, pardon donc je serais hyper, prudente sur la manière d'utiliser cette information. Après, on peut leur demander si eux, ils ont des informations récemment sur les concurrents. J'ai cru entendre des choses. Est-ce que vous, vous avez des informations? On peut aller chercher le fait qu'eux le sachent, ou pas. Merci Nadège qui est partie. Merci beaucoup. Lors du premier rendez-vous, nous dit Malika, que devons-nous communiquer gratuitement sans trop en dire pour que le client revienne vers nous pour plus et donc accepte notre offre? En fait, on doit lui donner le chemin, on doit lui dire comment on va faire, mais pas ce qu'on va faire. Parce que moi, demain, si je dis à quelqu'un: «Bah, voilà, d'abord je vais faire ça, 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 ça», bah, il va aller le faire avec quelqu'un d'autre ou va essayer de le faire lui-même. Donc, il faut résister et les grands comptes, c'est des essoreurs de cerveau parfois. Ils vont venir nous dire: «Ah oui, mais vous feriez quoi vous?» Et puis nous, on commence à dire: «Ah, mais moi je ferais ça, ça, ça» et on est déjà dans le conseil, surtout quand on vend du conseil. Donc ce qu'il va falloir donner, c'est la méthodo. Dire: «Bah, nous, en fait, d'abord ce qu'on va faire, c'est auditer ça, faire ça. À partir de ça, nous, on a une méthodo qui nous permet de savoir ce qu'on va faire. On va déterminer une feuille de route, blablabla, blabla». Mais, sur le service, vraiment, le plus gros piège, c'est de se retrouver à, moi je le fais, hein, plein de fois, je donne plein d'infos aux clients, heu
Allez, je prends encore une dernière question et après je vais vous laisser. Merci pour tous ceux qui étaient là et qui, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, voilà, c'est tout, j'ai plus de questions. Il est, 14h05. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à liker. Je vais peut-être faire un post, demain ou après-demain et bah, merci beaucoup, pour vos merci, ça me fait plaisir. C'est toujours, un peu de stress pour moi quand je fais un webinar, donc je suis contente que ça, vous plaise. Voilà, je vous souhaite un super bon week-end. Merci et n'hésitez pas à venir, prendre un petit rendez-vous et me poser plus de questions et je vais vous envoyer aussi, bah, tiens, j'ai encore oublié ça parce que j'avais pas finalisé, j'ai une formation négo qui arrive en mars et en avril. Donc je vous dirai les dates et il y aura des petits tarifs préférentiels pour ceux qui ont assisté, au webinar et oui, Sylvie, il y a un replay, je te l'enverrai. Voilà et merci Sylvie, ça fait plaisir de te voir là. À bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end.